Exupéry nous propose une traversée de la RDC dans un livre important qui nous parle aussi du Rwanda. C'est avec lui que nous allons revivre les temps forts de la semaine grâce au reportage de la rédaction en Afrique et ailleurs. Nous attendons bien sûr vos messages. Merci de votre fidélité. Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic. Samedi, à partir de 9h10 T1. RFI. Rapide Transfert International, l'application de transfert d'argent simple, rapide et sécurisée, vous présente Radio Foot International. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, de notre café des sports hebdomadaire de ce vendredi avec une distribution un peu différente cette semaine. Nous avons fait appel à d'autres habitués de notre émission. D'abord, Franck Simon. Bonjour Franck. Bonjour Annie. On va beaucoup parler Afrique aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait appel à vos lumières, ainsi que Philippe Doucet. Bonjour Philippe Doucet. J'ai pas mis mes dreadlocks, mais habituel. On aurait pu vous en prêter en régie peut-être. J'aurais du mal. Une perruque, c'est pas grave, on vous accepte quand même. Et puis Alejandro Valente là aussi. Bonjour Alejandro. Oui, je suis dans la même équipe que Franck. Bienvenue dans la même équipe. Voilà. Dans les débats du jour, nous évoquerons donc ce nouvel homme à la tête de la CAF, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe a été acclamé ce matin par les participants de la 43e Assemblée générale de la Confédération africaine. Le scénario préparé en haut lieu s'est réalisé exactement comme prévu. Olivier Pron nous racontera cette journée qui s'est déroulée à Rabat. Les clubs anglais assez bien partis en Ligue Europa, les Spurs et les Gunners l'ont emporté à Zagreb et l'autre c'était face à l'Olympiakos, face à Zagreb et à l'Olympiakos. Mais Manchester United a buté sur les Milanais, pourtant privés de Zlatan Ibrahimovic. Arsenal et Tottenham en tout cas se retrouveront dimanche pour le derby londonien. Jorge Sampaoli bien installé sur le banc de l'OM désormais. Après une première victoire chanceuse face à Rennes cette semaine, que peut faire l'entraîneur argentin avec cet effectif, celui dont il dispose? Quelle est sa feuille de route à 9 matchs de la fin de la Ligue 1? Nous essaierons de l'imaginer. Au générique de cette émission de ce Café des Sports, David Finzel et Pierre Guérin pour la préparation. Laurent Salerno est à la réalisation radio. Souel Kedir et Léo Bernard sont à la réalisation vidéo, ainsi que Cyril Etienne. Avant d'ouvrir cette émission, un salut particulier à un auditeur béninois qui nous a écrit via le WhatsApp de l'émission. Maxime, qui nous écoute généralement d'Abomey-Calavi, mais qui ne parvient plus lorsqu'il rentre chez lui au village, comme il nous l'écrit, à Dassa, à 189 km d'Abomey. Il n'arrive plus à nous écouter. Dommage, mais essayez quand même. Et merci de vos efforts, Maxime. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Chers collègues, voudrez-vous exprimer à travers vos acclamations l'élection du nouveau président de la CAF? Merci beaucoup. Ce n'est pas le moment pour moi de parler. On m'a juste demandé d'exprimer ma gratitude très rapidement et de retourner m'asseoir, et j'interviendrai plus tard. Mais laissez-moi juste commencer en disant que c'est un grand honneur et un grand privilège pour moi. Un match remporté par consensus, c'est rare dans le monde du football, et pourtant, avant même le coup d'envoi, le vainqueur était connu, désigné même, et donc il n'y a pas eu match. Personne n'a même chaussé ses crampons ni foulé la pelouse ce matin à Rabat. Vous avez compris, l'élection du nouveau président de la Confédération africaine de football s'est jouée sans confrontation de programme, de projet, d'équipe, mais par acclamation, faute de concurrents. Patrice Motsepe au sommet de la pyramide, entouré de 5 vice-présidents au lieu de 3. Alors nous allons tout de suite rejoindre à Rabat Olivier Pron, qui est l'un des envoyés spéciaux de RFI. Bonjour Olivier. Bonjour madame, bonjour à tous. Un petit coucou particulier à mon petit réfé.
Bonjour Olivier. Et oui, vous ne le voyez pas depuis quelques jours. Fayot. Il m'adore. Et nous, on compte pour du bar? Non, pas tout à fait, mais c'est mon petit réfé, il faut le soigner. D'accord. Olivier Pron, parlez-nous de l'homme qui a été acclamé ce matin à Rabat. Était-il heureux? Était-il chaleureux? Racontez-nous un peu cette cérémonie. Ouais, d'abord, Laurent Salerno est un tricheur. Hein. Il a monté et boosté l'acclamation parce que, croyez-moi, ici dans le centre de presse, on en a parlé hier, hein, cette boîte de nuit, c'est bien la première fois que je bois des cafés dans une boîte de nuit, eh bien, c'est presque passé inaperçu. On est arrivé juste après la pause, une pause qui a duré une demi-heure, et puis tout d'un coup, Constant Marie a dit, alors bon, si vous en êtes d'accord, tel que le prévoient les statuts, l'article 18-11, on va procéder par acclamation, et puis on a fait clap, 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 et puis tout d'un coup... Nickel. Tout d'un coup, alors on a perdu pour quelques secondes Olivier Pron, donc on va essayer de le rejoindre d'ici là. Mais Franck Simon, qui est ce nouveau venu à la CAF? Parce qu'on sait juste qu'il est milliardaire, qu'il est à la tête d'un empire économique, notamment minier, mais pas seulement, que son intérêt pour le foot se manifeste à travers un club qui est le club de Pretoria, le Mamelodi Sundowns, 13 fois champion d'Afrique du Sud, une fois de Ligue des champions africaine. Et c'est à travers cela que finalement il se manifeste dans le football africain pour l'instant. Oui, absolument, parce que ce n'est pas le dirigeant sud-africain le plus connu ni le plus populaire, et même le plus connu, je dirais, hors des frontières de son pays. Donc voilà, un dirigeant qui est derrière ceux des Kaizer Chiefs ou du Iron Duke, comme on l'appelle, le président Ervin Khoza pour les Orlando Pirates. Et il est loin derrière ces gens-là parce qu'effectivement, il vient d'un autre milieu. Vous l'avez rappelé, c'est un homme d'affaires. Voilà, c'est un self-made man. À la base, c'est même un avocat. Et ensuite, qui s'est orienté vers autre chose, qui aujourd'hui a des liens très forts avec le pouvoir sud-africain, puisque sa sœur... Même des liens filiaux. Ouais. Oui, voilà, qui a toujours été proche de l'ANC, apparemment. Voilà, et puis sa sœur, je crois, est maintenant l'épouse du président actuel. Cyril Ramaphosa. Donc, très proche du pouvoir, mais quand même un passionné de football, c'est vrai, mais un passionné distant. Pas distant par les moyens qu'il a déployés pour les Sundowns. En revanche, très peu présent dans les médias, fuyant la plupart du temps les médias sud-africains et même africains tout court, capable de dérapage comme tout récemment quand il avait évoqué Donald Trump à Davos. Il avait dit voilà, l'Afrique aime Donald Trump. Tout ça avait un petit peu choqué et tout le monde s'était foutu de lui en vérité au pays parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Et là, à titre personnel, c'était une des rares fois où j'entendais le son de sa voix. Donc voilà pour ce monsieur qui effectivement reste quand même le patron d'un des grands clubs actuels du football continental. Olivier Pron, on vous a retrouvé pendant qu'on brossait un petit peu le portrait de Patrice Motsepe. Vous nous parliez d'une élection où les vivas n'étaient pas trop présents. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait évidemment beaucoup d'amertume, beaucoup de méfiance, une certaine crainte aussi. On l'a bien senti hier, c'était très très présent et pesant dans le hall de l'hôtel où tout ceci se passe à Rabat. Alors aujourd'hui, c'était un petit peu plus détendu parce que après tout, ça ne sert à rien de continuer à se faire la guerre. La cause est entendue. Patrice Motsepe est élu. Il faut travailler. Il y a 4 ans et puis on va avoir l'occasion d'y revenir. Il faut d'autant plus se mettre au travail que les caisses sont vides. Après, sur le bonhomme, il n'a pas la réputation d'être quelqu'un qui connaît très très bien le football quand même. Tout ce qu'on entendait dire, notamment à Yaoundé, c'était discuter football avec lui, c'est quand même vite limité. Alors il est le président d'un club, il a raison, Franck Simon, évidemment, un club qui a eu du succès. Après, est-ce qu'il connaît vraiment le football? Je pense qu'il connaît l'argent du football. Est-ce qu'il connaît vraiment le football? Sinon, en dehors de ça, je suis pas sûr. Ce qu'il faut noter, et c'est ce sur quoi insistait hier son plus fidèle soutien, l'homme qui, à l'entendre, lui a même demandé de se porter candidat, c'est Moïse Katumbi, le président du TP Mazembe. Ça, c'est la fraternité minière, en quelque sorte, entre les deux hommes. Ils se connaissent depuis 30 ans. Et Moïse Katumbi a dit, mais c'est la première fois qu'il va y avoir un président de club à la tête de la CAF. Et après tout, ça, c'est un argument quand même à entendre. Oui, complètement. Philippe Doucet, justement, ce personnage, à la fois un président de club, alors ça peut-être changer parce qu'on a des avocats, on a des personnages à la tête de la Confédération ces dernières années, mais aussi, c'est la première fois que c'est un anglophone, mais quelqu'un qui était, alors Franck dit, il n'aime pas beaucoup s'exprimer pour son club, mais quelqu'un que surtout l'Afrique ne connaissait pas il y a à peine un mois, au moment de sa déclaration de candidature pratiquement.
Non, c'est tout à fait juste et très étonnant comme passage, même si le fait qu'il soit président de club, beaucoup de présidents de fédération sont présidents parallèlement d'un club ou l'ont été, donc ça c'est pas complètement nouveau, mais enfin à ce niveau-là quand même un petit peu. Et ce qui est surtout complètement nouveau, c'est qu'effectivement, ça a été dit déjà, mais il n'est pas du tout du sérail. Il n'est pas du tout. Les présidents de club ne le connaissent pas. Et ça peut être bien. Les présidents de fédération ne le connaissent pas, ne savent pas qui c'est. Lui-même, d'ailleurs, quand il a été finalement dans des rendez-vous ou autres, il savait pas très. Non, mais lui-même savait pas très bien qui était qui. Il fallait qu'on lui dise ça c'est le président du Burkina Faso, ça c'est le président. Ah bon, parce il connaît pas. Et donc ça c'est très étonnant. C'est exactement ça. C'est très étonnant et du coup, on est quand même sur un moment très étonnant. Ça peut être finalement une nouveauté intéressante pour la CAF, mais la seule à peu près certitude que j'ai, c'est que des 4 candidats, s'il y en a un qui n'aurait en aucun cas gagné cette élection, c'est lui. Parce qu'il n'est pas du sérail, parce qu'il est sud-africain, ce qui, d'un point de vue diplomatique, est très complexe en Afrique et n'était évidemment pas un avantage. Donc c'est quand même un moment très étonnant, puisque des 4 candidats, le seul qui ne pouvait pas gagner a finalement été celui qui a été choisi. Après, ça peut être sans élection. Sans élection. Et après, ça peut être un bon président de la CAF quand même. Là, c'est un autre débat. Justement, Alejandro Valente, c'est une page blanche et tout est à écrire finalement. Faire table rase aussi des dernières années qui n'ont pas été très glorieuses. Je pense que si Gianni Infantino, parce qu'à personne n'a échappé le fait que c'est Gianni Infantino qui l'a choisi. D'abord, c'est lui qui a été le premier candidat en piste, puisque le président de la FIFA l'avait vite propulsé devant les autres, c'est justement parce qu'il n'est pas du sérail. Et j'ai l'impression que Gianni Infantino estimait que pour que le football africain se régénère, il fallait sortir un petit peu du sérail, justement, de ces dirigeants qui étaient là depuis longtemps. Il avait déjà tout fait pour qu'Issa Yatou parte il y a 4 ans. Bon, il avait choisi Ahmad comme successeur, ça n'a pas été une grande réussite. Donc du coup, aujourd'hui, il se tourne vers un profil tout à fait différent. Je pense que Motsepe, il connaît peut-être pas très bien le football, mais c'est quelqu'un qui pourra rassurer beaucoup d'investisseurs s'il y en a. S'il y en a, et je pense que beaucoup d'investisseurs. Je pense qu'avec tout ce qu'ils ont fait, ils doivent avoir quand même quelques noms dans leurs petits papiers. Après, je suis en train de suivre le fil Facebook Live de notre émission et je vois que les auditeurs et les internautes qui nous suivent sont très critiques envers tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Rabat. Il y a Oumounsi qui parle petite magouille entre fripouilles, un autre parle élection de la honte, Traoré dit l'arnaque du siècle, honte à la CAF, etc. C'est très critique parmi nos auditeurs. Face à ce qui s'est passé et face au compromis de Rabat, donc, où tous les candidats... Le protocole. Oui, il y a plusieurs termes, mais en tout cas, l'accord de Rabat... Mais c'est un compromis. Rabat. En tout cas, une entente pour que 3 candidats s'effacent derrière le Sud-Africain. Olivier Pron, il y a aussi eu un autre scrutin aujourd'hui, parce que on a élu le président de la Confédération africaine, mais il y avait aussi à élire les membres du comité exécutif et puis aussi ceux qui vont représenter la CAF au sein de la Fédération internationale, la maison mère, la FIFA. Oui, on renouvelait en partie le comité exécutif puisqu'il y a quand même des mandats qui perduraient. Ainsi, Augustin Senghor, par exemple, qui va devenir premier vice-président puisque c'est son cadeau pour avoir finalement dit bon d'accord, j'arrête. Et c'est celui qui nous a semblé franchement hier à avoir le plus de mal à avaler la couleuvre. Je peux vous dire que lui, bien qu'il dise le contraire, ça se voyait vraiment sévèrement hier qu'il avait du mal quand même encore à encaisser l'affaire. Donc lui, il a par exemple un mandat qui court encore 2 ans, donc pas de souci. Mais Ahmed Yahya, qui va être 2e vice-président, il est obligé d'être coopté par Patrice Motsepe, qui a le droit de coopter 2 personnes, et parce que Ahmed Yahya, son mandat s'achevait ce vendredi. Alors voilà, on a renouvelé en partie. Je veux pas tous vous les citer, mais le Tunisien Wadi Jari fait son entrée au comité exécutif, et puis un ami de la maison, le colonel Major Pelé. On l'aime bien parce que il n'est pas du
Jean Ramachissimo, le colonel Pelé. C'est le premier Nigérien qui atteint un niveau tel que celui-ci dans le football africain ou dans le monde, le colonel-major Pelé, donc qui arrive au comité exécutif. Et puis il y a également le Camerounais Seydou Mbombo Joya, requalifié hier in extremis par le TAS et donc qui a obtenu son ticket aujourd'hui par vote. Ça n'est pas le cas du Guinéen Souaré. Et puis en ce qui concerne la FIFA, on connaissait les deux francophones qui allaient être intégrés, puisque là aussi ce sont les petits cadeaux promis par Gianni quand il a sillonné l'Afrique, pour être sûr de bien disperser tout le monde et de faire en sorte que Motsepe aille au bout. Il y a le Malien Mamoutou Touré, et puis le Béninois Mathurin de Chacus, et puis du côté de ceux qu'il fallait récompenser chez les arabophones, parce qu'ils ont été très présents dans cette campagne aussi aux côtés de la FIFA, derrière Motsepe, l'Égyptien Hani Abourida, et puis évidemment Fawzi Lekja, l'hôte de cette 43e assemblée, le président de la Fédération royale marocaine. Un dernier mot, on change de femme. Il y a une femme qui va aller, comme d'habitude, représenter l'Afrique au Conseil de la FIFA. Ça n'est plus la burundaise, elle a été battue de justesse par la Sierra Léonaise, là encore une proche de Gianni, Isha Johansen. Alors justement, la FIFA a joué un grand rôle, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais peut-être y a-t-il de l'opposition, peut-être y a-t-il des mécontents. En tout cas, c'est à eux que semblait s'adresser justement le Marocain Fawzi Lekja ce matin, en semblant renvoyer ceux qui ne sont pas très contents à leurs chères études. Écoutons-le. Toute la polémique autour de la relation avec la FIFA, ce sont des polémiques stériles qui ne servent à rien. Aujourd'hui, la réalité de notre football, il faut la poser sur la table. Il faut agir. Le diagnostic, il est partagé. On n'a pas trouvé de problème pour converger entre les programmes des 4 candidats à la présidence. Le sort du football, il est entre nos mains. C'est à nous de le décider. Il faut aller dans cette union. Encore une fois, parallèlement et en accompagnement étroit, intelligent, avec la maison mère qui est la FIFA, pour mettre le football africain au sommet, et il le mérite amplement. L'Afrique et le football africain doivent devenir un atout, pas une contrainte pour le développement du football mondial. Alors toute polémique est stérile, Philippe Doucet, c'est le grand appel à l'union, la Team Africa. Oui, de toute façon, on sait que Fawzi Lekja a joué un rôle majeur. Tout le monde ne voit que la FIFA, ce qui d'ailleurs entraîne la réunion est à Rabat, était à Rabat il y a 15 jours. Oui, mais c'est ce qui exaspère d'ailleurs les internautes d'El Refait. Pas que, bien sûr. C'est l'intervention de la FIFA qui est choquante et qui est très mise en avant. Mais elle est loin d'être la seule à intervenir, et le Maroc joue un rôle majeur depuis 5 ans, maintenant, depuis 4 ans, au niveau de la CAF, d'abord aux côtés de Hamad. Tout est décidé du côté du Maroc. Et si, par exemple, Olivier parlait d'Augustin Senghor tout à l'heure et de sa déception, Augustin Senghor, il s'est plié à cet accord une fois qu'il a été dans le bureau et qu'il a su que le Maroc ne le suivrait pas. Si vous n'avez pas le Maroc, vous ne pouvez pas être élu. Donc vous vous retirez, ce qui a été le cas des les trois autres candidats se sont retirés immédiatement. Ils savaient que c'était même pas la peine, compte tenu de l'absence de soutien du Maroc, c'était même pas la peine de continuer. Il a l'air de suggérer que... Il y avait aussi un autre fait, on en a rediscuté hier avec Saher Seck, est toujours très très intéressant à rencontrer Saher Seck, un plaisir, et il disait très clairement, dès lors que Hanouman ne se rangeait pas derrière Senghor, c'était foutu pour eux, il n'y avait aucune chance de gagner. Alors, si en plus derrière, vous n'avez pas les Égyptiens, vous n'avez pas les Marocains, l'affaire est pliée, ça sert à rien de lutter. Franck, quand on entend appeler à l'union, alors peut-être qu'ils n'étaient pas unis auparavant, mais en tout cas, est-ce que cette union peut être fructueuse pour le football africain? Parce que finalement, en dehors des corridors, ça devrait être ça. Je vous réponds ce que je vous dis assez souvent. J'ai pas de boule de cristal. Et donc, moi, les annonces comme ça, d'avant élection, et puis ensuite rappeler l'union africaine, je demande à voir. Ça, on verra à travers les actes posés si oui ou non cette union c'est simplement un rêve ou un fantôme, ou si elle peut effectivement se matérialiser par des choses très concrètes. Le problème de cette union, c'est que derrière ça, pour moi, il y a toujours l'ombre de la FIFA qui plane, notamment de ce qu'elle veut faire du football africain et de ses compétitions.
Et donc, je ne suis pas persuadé que tous les présidents de fédération soient tout à fait d'accord. Mais comme le nerf de la guerre, c'est l'argent, et que l'argent vient de la mère patrie ou de la maison mère, peut-être qu'ils n'auront pas le choix. Donc l'union, elle se fera peut-être à travers cet aspect-là. Olivier Pron, pour Et des l'instant... sous, il n'y en a plus. Oui, alors déjà, les caisses sont vides, ça, Fouazi Legja l'a bien dit ce matin. Mais en plus, Olivier, il n'y a pas eu pour l'instant, il n'a rien dévoilé des grandes questions qu'on se pose autour du football africain. Patrice Motsepe, on pense à la périodicité de la CAN, on pense à ce projet de Super League qu'aimerait imposer la FIFA. Il y a une chose qu'on a imposé Gianni Infantino. Oui. Et Gianni Infantino. Mais on a tendance à fusionner et la FIFA et Gianni Infantino. Je crois. Mais surtout, par exemple, on a compris que Fatma Samoura, qui est la sœur de Motsepe par le cœur, allait atterrir à la CAF. Oui, ça on le sait, elle sera secrétaire générale de la CAF dans les semaines qui viennent, parce que je crois qu'aussi à la FIFA on cherche à s'en débarrasser, et on se dit tiens, on va l'envoyer à la CAF, ça sera pas plus mal. Mais c'est vrai que non, pour l'instant, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va vous parler de la CAN tous les 2 ans ou tous les 4 ans, ou d'un renouvellement de la Ligue des Champions. D'ailleurs, Moïse Katumbi l'a évoqué lui aussi hier lorsqu'on s'est rencontrés. Non, aujourd'hui le mot d'ordre, c'est unité, c'est en gros, merci la FIFA. Alors je vous dis pas que c'est le message du fond du cœur, mais c'est le message affiché sur les éléments de langage, de communication. Merci la FIFA pour avoir favorisé l'unité. Maintenant, on va se prendre en main. Et puis, il faut surtout qu'on se mette au travail parce que il y a plus d'argent dans les caisses. Et le constat ce matin de Fouzi Legja, qui se trouve être le chef de la commission finance de la CAF, c'est aussi le grand argentier du royaume. Alors ici, il connaît pour compter des sous, on peut lui faire confiance. Il dit, il n'y a pas d'autre solution que de diminuer les dépenses. La réserve actuellement, elle est de 90 millions d'euros. Il y a 30 à 35 millions d'euros dans ces 90 qui sont déjà affectés. Ça veut dire qu'il y a 60 millions devant nous. Ça permettra peut-être de tenir les 4 ans qui viennent, mais on n'aura plus rien derrière. Donc il dit, il est impératif de multiplier le chiffre d'affaires par 2 ou par 3. Donc il y a 2 axes, améliorer les ressources et diminuer de manière drastique les dépenses. C'est vraiment le mot d'ordre et aujourd'hui on ne parle que de ça. Alejandro, on savait que la rupture du contrat Lagardère, il y a quelque temps, d'ailleurs au moment où Fatma Samoura était responsable de la CAF, ce contrat a été rompu, depuis il n'a pas été remplacé, et du coup c'est vrai que les caisses sont vides et qu'il va falloir prendre des mesures un peu drastiques, comme le suggère Olivier. Oui, le problème des mesures drastiques, c'est que si vous dites qu'il faut diminuer les dépenses, tout le monde va dire d'accord, c'est très bien, mais après quand on va voir exactement où on va réduire les dépenses, là, l'unanimité risque de ne pas tenir longtemps. Et c'est tout le problème de Motsepe, c'est qu'on n'a pas des idées très précises. Il n'y a pas une feuille de route très détaillée sur ce qu'il entend faire. Son manifeste, pour le coup, est très nébuleux, très je trouve. Ouais, très flou. Très large, effectivement. C'est des grandes lignes, quoi. Beaucoup des choses qui semblent faciles à approuver, développer le football féminin, faire de l'Afrique une grande puissance, etc. Oui, pour remporter la Coupe du Monde bientôt. Là, tout le monde est d'accord. C'est ce qu'on appelle des considérations générales. Mais oui. y parvenir, ça c'est une autre question. Non, mais le point et comment vendre les droits? Comment vendre les droits et les valoriser? On a l'impression d'être à la Ligue avec le milliard. On a cassé le contrat et on sera très très loin à l'arrivée de récupérer, ne serait-ce que, il faudra qu'ils s'estiment heureux s'ils récupèrent, je sais pas, 4 ou 500 millions. Aujourd'hui, ça vaut pas grand-chose avec des stades vides, une CAN, un CHAN, enfin voilà. Ça va être très très compliqué de retomber sur ses pattes de ce côté-là. Mais l'enjeu, il est là, parce que les réserves de la CAF ne suffiront pas longtemps. C'est rien du tout. 60 millions, c'est rien du tout. Ça va partir 90. Très très vite. Non, mais il reste... Olivier a parlé des engagements, soi-disant 60, et probablement un peu moins, mais peu importe. Depuis 3 ans que M. Legja s'occupe de tout ça, on n'a pas les comptes de la CAF. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas les comptes de la CAF. Donc c'est difficile. On a compris qu'on avait perdu à peu près 10 millions d'euros par an. Bah oui, forcément. Forcément. Donc le vrai sujet, c'est les économies, ok. Mais le vrai sujet, c'est les ressources. Donc on peut estimer qu'un Motsepe devrait ramener Supersport, la grande chaîne sud-africaine qui génère quand même à la fois pas mal d'argent et SM sur une bonne vingtaine de pays anglophones en Afrique. Donc ça, ce sera un premier pas très important que Motsepe doit amener pour montrer patte blanche, si j'ose dire, en disant voilà ce que j'amène. Voilà ce que j'amène tout de suite. Supersport a arrêté de couvrir les compétitions africaines.
Supersport reprend maintenant, tout de suite, en cours de compétition pour la Ligue des Champions, la prochaine CAN, etc. Les éliminatoires. Ça, ce serait un premier signe de vitalité, un premier signe de reconquête. Après, il en faudra bien d'autres pour restaurer le football africain. Ouais. Alors, le président sortant de la CAF, c'était ces derniers jours Constant Omari, le puissant ou ex-puissant président de la Fédération congolaise, qui assurait l'intérim après la déchéance du malgache Ahmad, empêché de se représenter. Et dans son discours ce matin, eh bien, à 63 ans, Constant Omari a annoncé qu'il quitte la scène du football africain. Pour ma part, j'ai accompli plusieurs missions de responsabilité, dont celle de président intérimaire. Et je dois dire que même si la tâche ne fut pas facile, l'expérience me marquera à tout à jamais. Je voudrais vous dire combien j'ai été fier, tout au long de mes 40 années de dirigeant international, à mon parcours et des belles rencontres de l'expérience acquise. Que puis-je espérer de plus? Je pars et je vous quitte la tête haute, confiant de mes valeurs profondes, d'honnêteté, de loyauté à mon pays, aux institutions que j'ai eu à servir, plein succès à la nouvelle gouvernance. Vive l'unité africaine, vive le football africain, vive la Confédération africaine, vive la collaboration de la FIFA et la CAF. Je vous remercie. Olivier Pron, Constant Omari sort de scène. Oh, ça aurait été bien que Laurent Salerno mette derrière du pipeau. Parce que vraiment, le discours de Constant Omari, là, c'est... Enfin bon, heureusement que lui, au moins, est content de lui. Très bien, il a passé 40 ans. Dire qu'il sort la tête haute, très bien. Pourquoi pas? Mais dire que c'est de son plein gré, on rappelle qu'il briguait quand même un poste à la FIFA et qu'il s'en va parce qu'il ne l'a pas obtenu. Point barre, en quelque sorte. Merci beaucoup, Olivier Pron, d'avoir été en direct dans Radio Foot. Je veux juste rajouter un mot sur Patrice Motsepe, si vous me le permettez, parce que dans son discours tout à l'heure, il a quand même dit 2 points importants. D'abord, il veut que tout le monde se réunisse beaucoup plus souvent que par le passé. Donc, au moins 2 assemblées générales par an, c'est ce qu'il a annoncé. Et puis, il a trouvé aussi que c'était pas normal qu'un président de la CAF ne sillonne pas l'Afrique. Et alors, contrairement à ce que beaucoup disaient, oui, il sera pas là très souvent et tout ça, eh ben, il annonce qu'il va aller voir tout le monde partout. Alors, on attend ça avec impatience. Eh ben, on le suivra à la trace. Merci beaucoup, Olivier. Ça a coûté des sous, tout ça. À moins qu'ils s'autofinancent. Ouais. Mais il a un jet. C'est vrai, j'avais oublié. Et les 5 vice-présidents de la CAF, ça coûte rien. Ça coûte, non, rien du tout. On est passé de 3 à 5, grand luxe. Ah, mais ça, il faut récompenser ceux qui sont couchés et puis récompenser les copains. On verra ça, on suivra ça et vous allez suivre ça encore quelques heures pour nous, Olivier, non seulement à Rabat, mais aussi sur l'antenne de RFI. Merci beaucoup et à très bientôt à vous, à Antoine Grenier et David Kalfa aussi, qui sont sur place et qui alimentent le site et l'antenne. Une nouvelle page donc à écrire pour le football africain. À noter, c'était peut-être un signe positif dans le ciel si noir des stades vides actuellement, que le ministre des Sports du Sénégal a annoncé ce matin que le public devrait revenir dans les stades à partir du 20 mars. En tout cas, c'est ce que nous a dit Babacar Fall aujourd'hui. Oui, alors... Première nouvelle, c'est quand même ça d'abord. Oui, en plus. Mais effectivement, ça peut être un espoir. Suite aux aussi incidents, le championnat avait été arrêté. Ouais. On continue avec du football et du football européen. Manchester United, Milan AC, pas de vainqueur, score final 1-1. Ahmad for his first Manchester United goal. C'est Lenny. Allez Lenny, il a du champ, faut frapper là Mohamed El Neni. Arsenal est allé s'imposer en Grèce 3-1 sur le terrain de l'Olympiakos. Une avance encore plus confortable aux Gunners. Et ça va revenir sur Harry Kane. Et le succès de Tottenham à domicile face au Dynamo Zagreb 2-0. Et quel travail d'Eric Lamela. Les Mancuniens le regretteront-ils? Alors hier soir, parmi les 8 matchs des 8e de finale aller de cette Ligue Europa, les clubs anglais ont plutôt bien réussi leur parcours. Mais commençons par Manchester United qui a seulement arraché un match nul face au Milan AC et qui aurait même peut-être pu l'emporter. Un but de Franck Kessié a été refusé, Franck Simon, hier soir. Ouais, effectivement. Et apparemment, il était valable... Quand on regarde les images ensuite. Hein. Ouais, en regardant si vous faites un petit résumé de la rencontre, vous apercevez quand même que le Milan peut s'estimer lésé et qu'ils auraient pu l'emporter effectivement sur cette manche aller. Ils auront forcément des regrets après ce match. Voilà.
C'est dommage. Alors, le match retour se déroulera chez eux, en Italie. Ça veut plus dire grand-chose. Hein. Ouais. Jouer à la maison, à l'extérieur, Ouais. à part le voyage. Le seul intérêt, c'est les buts à l'extérieur que l'UEFA continue de compter. Continue de compter malgré tout. Doctement, même quand le match est à Budapest, à Bucarest. C'est pas grave, c'est à l'extérieur. D'ailleurs, tout le monde marque à l'extérieur. D'ailleurs, quand c'est à Bucarest, tout le monde marque à l'extérieur. Mais ils sont exposés un peu négativement, le Manchester United, pour le match retour, ou pas vraiment, Philippe? C'est une équipe qui a trop calculé sur ce match-là, très clairement. Bon, ils étaient assez handicapés aussi, ils avaient pas mal d'absence, mais moins que le Milan AC. Ils ont vraiment fait une entame de match très... Je crois qu'il manquait 6 joueurs du côté du Milan. Ouais, au moins. Enfin, de l'équipe titulaire. Voilà. L'équipe titulaire. L'avantage quand c'est comme ça, c'est qu'on découvre de nouvelles têtes, comme cet Amad Diallo qui a marqué pour Manchester United. Ça a permis à Amad Diallo de marquer. Et là, à partir de ce moment-là, United qui a fait une meilleure deuxième mi-temps quand même, qui semblait devoir l'emporter après avoir été plutôt dominé en première période. Et puis finalement, ils se sont fait égaliser sur la fin par trop précautionneux, trop attentiste, l'équipe mancunienne. Et un peu puni. Après, bon, ça ne garantit rien sur le match retour parce qu'on sait que Manchester United peut être même meilleur dans une configuration de contre-attaque à l'extérieur. Ils peuvent être meilleurs qu'à domicile, mais bon, c'est quand même pas un bon résultat, évidemment. Alejandro ? Disons que je pense que pour Manchester United, la priorité, c'est clairement finir dans les Big Four de la Première Ligue. Et donc, même deuxième, si possible. Et même deuxième. Et donc, cette Ligue Europa est un deuxième choix. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est dommage pour le spectacle, mais c'est finalement un peu le point faible de cette Ligue Europa qui ne satisfait pas forcément beaucoup les grandes écuries qui rêvent plutôt de la Ligue des Champions. Oui, et qui n'alignent pas toujours leurs équipes type pour la compétition, Franck. C'était le cas, je me souviens d'avoir vu le Milan lors du tour précédent. Pareil, c'était pas un Milan, c'était pas une équipe type. On découvrait aussi des joueurs. C'était l'occasion pour l'entraîneur de faire tourner son effectif. Et ça les a mis un petit peu... ça les a fragilisés, ça les a mis un petit peu en danger. Hein. Même s'ils sont passés, c'était contre Belgrade, me semble-t-il. Ouais, ils ne s'étaient vraiment pas baladés. Donc c'est vrai que... Mais on sent, moi, pour avoir suivi le parcours du Milan AC dans le groupe de Lille au premier tour, il me semble quand même que le Milan AC a très envie d'Europe. Ils ont faim d'Europe, ça fait quand même 15 ans. Pas 15 ans, mais enfin... Non, parce que tu 13. vis un peu dans le... Peut-être pour certains, ils vivent dans le souvenir de ce qu'ils ont été. Ils en ont envie. Vraiment, ils ont envie. Ils la jouent sérieusement, cette Europa League. Donc oui, il y a des rotations, c'est vrai, parce que de toute façon, la saison est tellement éreintante que celui qui ne fait pas de rotation, même l'entraîneur le plus sensé est obligé. Tu avais le derby de la Mole juste au moment du match, je crois, du match retour précédent. Donc c'est vrai que je pense que ça obéissait aussi à ça. Peut-être que la priorité à ce moment-là, c'était de favoriser la Serie A. Bon, là, c'est plus trop le cas. Autre club anglais qui jouait hier soir, c'était Arsenal et Tottenham qui l'ont emporté. Alors largement pour les Gunners, vainqueurs à Athènes sur le score de 3-1 contre l'Olympiakos. Et puis on avait les Spurs qui l'ont emporté, eux, c'était chez eux, avec l'indispensable Harry Kane, auteur d'un doublé face au Dynamo de Zagreb. Alejandro, là c'est une bonne option prise pour ces deux équipes. En tout cas, ça les prépare dans les meilleures conditions au duel qui va les opposer ce week-end dans le derby londonien. Effectivement, les deux équipes ont été appliquées, ont fait ce qu'il fallait. Elles sont quasiment qualifiées pour le quart de finale. Ils pourront... Au match aller, pratiquement. Et ils pourront s'affronter tranquillement ce week-end. Là, c'est une configuration différente. C'est que là, Arsenal et Tottenham... L'ambition Europa League est très importante parce qu'elle peut leur permettre de récupérer une place en Ligue des Champions. Ce que par le championnat, en tout cas Arsenal, c'est mort. Tottenham, c'est pas mort. Ils peuvent encore raccrocher à 4e place. Mais disons que c'est plus difficile à la limite. Mourinho l'a déjà expérimenté, cette méthode-là. Il avait lâché une saison avec United en 2017. Il avait lâché la fin de saison, qui était mal engagée un peu de la même manière. Ils étaient entre 5 et 6e. Et il avait lâché le championnat pour gagner l'Europa League et récupérer une place en Ligue des Champions. Il est probable qu'il est un peu dans ce même état d'esprit aujourd'hui. C'est une bonne stratégie en même temps. Tu peux revenir par ce biais-là. Tout à fait. Justement, les deux clubs se retrouveront dimanche après-midi pour le derby de Londres. Mais une équipe a voyagé en Grèce. Elle est allée jouer là-bas alors que l'autre a joué chez elle. Est-ce que c'est un avantage pour Tottenham d'avoir joué à domicile alors que les autres sont allés jusqu'en Grèce ?
à 4-5 jours du match? Non, pas vraiment. Non, je crois pas. Il n'était pas très content, Arteta, hein, on l'a entendu. Mais, bon, en tout cas... il gagne quand même, oui, hors de ses terres. Bien sûr. Ça, c'est quand même important. Franchement, vous m'auriez dit avant le match que... Avec Odegaard, notamment, qui a marqué. Arsenal allait gifler l'Olympiakos sur son terrain. Je ne l'aurais pas cru. Donc j'ai quand même quelques doutes, mais je ne suis pas le seul. Marseille n'avait même pas réussi à faire ça. On a quand même pas mal de doutes sur Arsenal. Sur ce genre de sujet, les entraîneurs se plaignent tout le temps, alors qu'il est impossible d'assurer un équilibre parfait. Forcément, il y en a un qui s'est déplacé après l'autre, etc. Comment se présente ce duel et ce derby, Franck? On a Arsenal qui est classé 10e actuellement, l'autre 7e. Est-ce qu'on aura du spectacle au rendez-vous? On a notamment du côté en tout cas de Tottenham, une belle équipe offensive, on va dire, du côté de l'offensive. On a Harry Kane et Son. On a aussi Gareth Bale qui a l'air parfois, lui on le connaît, il choisit ses matchs, mais quand il les choisit, il est assez efficace. Non, il est redevenu footballeur là. Depuis quelques semaines. il ressemble à un footballeur. Enfin, non, mais il ressemble à un footballeur à nouveau depuis quelques semaines seulement. Moins en golf. C'est moins en golf, peut-être. Bonne surprise. Il est peut-être moins en forme au golf. Abandonner le golf en ce moment. Qu'est-ce que vous diriez sur ce derby qui s'annonce? J'espère pour les téléspectateurs, à défaut d'autre chose, que ça va être effectivement une belle affiche sur le plan du jeu et du spectacle. Puis bon, j'aimerais bien que PEA, le Gabonais, continue sur la lancée de son bon début d'année 2021, parce que ses statistiques sont plutôt remontées. Voilà, sont remontées à la hausse. Il va bien, il va mieux. Donc voilà, on espère qu'il sera au même niveau que les attaquants. Et il n'est pas seul d'ailleurs côté Arsenal, donc j'espère qu'il y aura des buts, du spectacle. Après, je pense quand même que Tottenham me paraît un peu mieux que cette équipe d'Arsenal. Philippe, un petit mot sur ce derby? Oui, il est évident que Tottenham, a priori, est plus concerné par le championnat, l'objectif est plus important pour eux. C'est plus important pour eux que Arsenal qui a quasiment dit adieu à l'Europe à travers ils ont quasiment lâché là. Et ils n'ont pas lâché, mais bon. Cela dit, je trouve quand même qu'Arsenal est en progrès. Arteta a retrouvé une équipe qui joue correctement depuis quelques semaines, malgré parfois quelques lacunes. Des buts stupides comme hier soir d'ailleurs, et encore à Burnley l'autre jour. Mais en dehors de ça, sur la manière de jouer et autres, on retrouve une équipe d'Arsenal qui ressemble à nouveau à quelque chose et qui peut très très bien faire mal à Tottenham, c'est une évidence. Alejandro, nos auditeurs regardons le match. Je pense qu'ils sont davantage passionnés toujours par les histoires de la CAF que par ce match. C'est assez incroyable. Bon, on aura dû continuer. Un mot peut-être sur le fait que beaucoup s'interrogent sur l'absence de Rami Ngono. Certains disent qu'il est censuré. Alors je vais les rassurer tout de suite. Il n'en est pas du tout question. On a simplement aujourd'hui d'autres consultants. Et d'ailleurs, Issa Kassané a adopté nos deux consultants du jour, puisque Philippe Doucet est qualifié des bibliothèques du football africain. Rien que ça, dis donc. Alors que Franck Simon faut pas que je me mette en feu. C'est ça. Alors que Franck Simon est le baobab du football africain. Mon Dieu. Que du bois. Allez, on continue, on fait un petit tour par Marseille. Benedetto est centré sur le côté gauche, le petit ballon pour Luis Enrique. Il y a Cuisance, Michael Cuisance qui va ouvrir le score dans ces dernières minutes. Le voilà de la tête, son premier but à l'Olympique de Marseille. Michael Cuisance, 1-0 pour l'OM. Enthousiaste notre confrère pour ce premier but de Michael Cuisance et cette victoire surtout pour lancer l'ère Jorge Sampaoli dans un stade Vélodrome qui sonne toujours aussi creux malheureusement. Les Marseillais ont enfin joué leur match en retard parce que ça faisait longtemps qu'on calculait avec ce match de retard face au stade Rennais. Grâce notamment à ce jeune milieu de terrain prêté par le Bayern, Jorge Sampaoli estime que l'histoire commence bien. Cette victoire est un pas en avant. Avoir vu cette joie dans le vestiaire est un soulagement, surtout après l'élimination en Coupe de France. C'est une victoire à domicile, dans un stade immense, rempli d'énergie, même sans public. J'aimerais tellement le voir avec du public. Pour nous actuellement, le plus important est de retrouver de la confiance et rapidement une identité de jeu pour ce maillot et pour ce club.
Alejandro, cet entraîneur argentin, alors on connaît ses tatouages, ses fulgurances sur les bords de terrain, ses colères, ses allées et venues, mais qu'est-ce qu'il peut changer selon vous? Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Olympique de Marseille ces prochains temps? Parce que il reste 9 matchs, ce sera peut-être un peu plus long que sur la saison. Je pense qu'il a déjà commencé à apporter quelque chose, c'est l'envie de revoir cette équipe pour les supporters. On a vu à l'entraînement ces premiers jours, la manière dont il parle aux joueurs, souvent avec des cris, avec des gestes extrêmement énergiques. On a l'impression qu'il y a un vrai patron et on avait un petit peu perdu ce sentiment à l'OM. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est très positif. Après, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie, qui est quand même un bon tacticien, qui a prouvé ça à plusieurs reprises. Je ne suis pas particulièrement fan de Sampaoli, mais je pense qu'il peut effectivement apporter des choses. Après, pour le reste, effectivement, cette saison est un petit peu déjà mal engagée. Ils sont 6e pour l'instant. Mais il pourra peut-être peser sur la prochaine et ce serait déjà une bonne chose pour l'OM. Philippe Doucet, oui, il n'a pas de baguette magique, mais... Non, une dynamique, voilà ce qu'il peut apporter, une nouvelle dynamique comme André Villas-Boas l'avait fait. Marseille, c'est cyclique. Cycliquement, vous avez de temps en temps un type qui arrive et puis qui crée une énergie, qui crée quelque chose, ça redémarre, ça fait une saison correcte, 6 mois, une saison correcte, puis après ça replonge dans des méandres. C'est un peu le problème de ce club, cette irrégularité un peu permanente. On a bien vu que cette année, André Villas-Boas n'arrivait absolument plus à tirer ce qu'il arrivait à tirer de l'équipe l'année dernière. C'est quand même très étonnant. C'était les mêmes hommes, lui-même, son staff, les joueurs, rien n'avait changé. Et il n'arrivait plus à tirer quoi que ce soit de cette équipe. Et on avait eu le même sentiment avec Rudy Garcia à l'époque. Et oui, Rudy a fait l'épopée de Ligue Europa. Pendant un an et demi, ça a marché. La dernière saison, tout d'un coup, plus rien. Voilà, je crois que c'est inhérent un petit peu à ce club. Il faut qu'il arrive à trouver cette dimension et cette dynamique positive et arriver à la tenir. C'est ça qui est étonnant. Franck, malgré tout, alors, malgré l'apparence, on va dire, et le côté un peu excentrique du personnage, il a quand même une réputation. Il a fait des choses bien avec le Chili, avec la sélection du Chili. N'en déplaise aux Argentins, lui, l'Argentine. Un peu moins avec l'Argentine. Moins avec l'Argentine. On se souvient en Coupe du Monde, parce que c'était lui qui était là avec l'équipe battue par l'équipe de France en Russie. Mais la piètre équipe. Piètre défaite aussi, mais c'est peut-être quelque chose quand même de positif, effectivement, qui est capable de créer une dynamique du côté du Vélodrome. C'est ce que certainement les supporters attendent de lui, puisque eux qui sont maintenant tenus à distance du club. On a eu le baume apaisant Nasser Larguet après les brûlures de l'ère Villas-Boas. Voilà. Et maintenant, on a Monsieur Adrénaline. C'est le Gilbert Bécaud un peu des entraîneurs. Il est complètement électrique, cet homme. 100 000 volts. 100 000 volts. Mais moi, j'aime bien. Parce qu'effectivement, à travers sa personnalité, on sent qu'il veut faire bouger les choses. Mais si vous voulez, Annie, ça va pas suffire. Ah oui. Ça va pas suffire. C'est pas parce que tu as battu Rennes, qui était quand même le bec dans l'eau depuis un petit moment, qui a aussi changé d'entraîneur. C'est pas pour autant que comment ça va... Là, il va falloir bien finir et préparer déjà la saison d'après. Bien finir, ça c'est une première chose, bien finir, remonter ce club aussi haut qu'il le pourra, en faisant des changements forts, notamment sur le plan de la stratégie. Et s'il a commencé, que c'est sa défense à 5, là, bon, il convaincra ou pas. Mais derrière, être en bonne position pour pouvoir rebâtir, parce qu'il ne pourra pas continuer avec ce groupe-là, il faudra l'aménager. Et c'est là aussi qu'on le jugera, parce que là, il n'a finalement que très peu de temps pour terminer la saison. En tout cas, moi, il me laisse pas indifférent, d'abord par sa personnalité, mais encore une fois, cela ne suffit pas pour durer, et notamment dans le championnat français. Alejandro ? Oui, c'est Régnier Mbaké Kouma qui envoie un petit message qui me laisse un peu perplexe. Il me dit « Jefe, tu ressembles beaucoup à Sampaoli ». Bon, j'ai un peu moins de tatouages. Moins de tatouages, quand même. On peut en témoigner. Il faudrait remonter les manches. Un peu moins électrique que lui, mais bon, je lui laisse son affirmation. Allez, on espère que vous avez une connexion avec lui. On va tout de suite vers les cartons de nos auditeurs et les nôtres. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Une sélection des meilleurs cartons reçus aujourd'hui sur notre numéro WhatsApp.
À toute l'équipe de Radio Foot sur le Café de Sport, à la tête Annie Gasnier. Je me nomme Saïd Sanogo depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan. Et moi, mon carton il est vert, je l'adresse à l'équipe de Paris Saint-Germain pour avoir résisté contre le Barça lors du match retour de la Ligue des Champions, le 8e de finale. Pour éviter une énième remontada. En tout cas, je leur tire les chapeaux, je leur souhaite bonne chance pour la suite. Allez, bye et portez-vous bien tous. Moi, c'est Diawara Oumarou depuis Koudougou au Burkina Faso. Je donne carton rouge à Lionel Messi pour avoir raté un penalty dans un match aussi important que le quart de finale de Ligue des Champions. Bonjour, c'est Naon Abou depuis Burkina Faso et précisément à Ouagadougou. Je donne un carton vert à Keylor Navas pour sa prestation ici, celle de Mac d'hier. Bravo à lui. Ciao. Salut Radio Foot, c'est Francis depuis le Cameroun. Je passe un carton rouge à l'équipe du Paris Saint-Germain. Avec tous ces joueurs offensifs, tout ce talent que cette équipe possède, comment est-ce qu'ils peuvent posséder moins de 30% de balles face à l'équipe du Barcelone? C'est inacceptable. C'est franchement ridicule. Ils ont été catastrophiques sur ce match. Salut Radio Foot, c'est Alassane Barry depuis la Guinée-Conakry. Je donne un carton rouge à la Juventus de Turin et à tous les détracteurs de Cristiano Ronaldo. Les gens oublient vite. Une seule personne ne peut pas construire une équipe. N'oublions pas tout ce qu'il a fait pour l'Asie. À lui seul, il a fait des remontées extraordinaires, mais cette fois-ci, ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas une équipe en place. Donc, merci à vous, bonne émission, ciao, bisous. Bonjour Annie, bonjour à tous, c'est Mamoudou Mamou Diouf depuis Dakar, Sénégal. Bon, j'adresse un carton vert à cette nouvelle génération de joueurs tels que Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jadon Sancho, Kamavinga, qui sont en train petit à petit d'éjecter de leur siège royal ces entre guillemets futurs anciens ballons d'or tels que Cristiano Ronaldo. Mille merci à vous tous qui nous envoyez leurs cartons et pardonnez-nous, on est obligé de les sélectionner, mais la semaine prochaine ça peut être vous, hein, alors n'oubliez pas, continuez. Philippe Doucet, avez-vous un carton à attribuer? Oui, un carton rouge, mais c'est pas moi qui l'ai mis, c'est le TAS qui l'a mis à la commission de gouvernance de la CAF, qui s'est planté sur à peu près toutes ses décisions. Elles ont toutes été inversées par le TAS. Tribunal. Donc, et pourtant, ce sont des juristes plutôt avertis qui font partie de cette gouvernance, donc de cette commission. Commission de gouvernance. Donc, il est important que la CAF, parmi tous les travaux qu'il va y avoir à faire à la CAF, la commission d'éthique ou de gouvernance, on l'appelle comme on veut, c'est quelque chose d'important, quelque chose et qu'elle travaille à bien travailler sérieusement pour éviter tous ces désagréments du tribunal arbitral du sport, le TAS. Franck Simon, avez-vous un carton? À qui allez-vous l'attribuer? Rouge comme mes joues. Je l'adresse à la Confédération africaine de football qui a annulé la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans au Maroc, alors que se tient en ce moment l'AG élective. Dommage, je trouve que c'est totalement regrettable. Fallait le donner à la CAF ou au Maroc, le carton rouge? C'est partagé alors. la remarque est très juste. On la fera peut-être un autre jour ailleurs. On a entendu dans Radio Foot International le sélectionneur des jeunes Sénégalais, Malik. Pour les joueurs, c'est dramatique. Malik Daf qui nous parlait de la peine de ces gamins. Et justement, le carton vert de Radio Foot va au Black Satellite qui ont remporté samedi dernier, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui s'était passé à Nouakchott, mais pas quand même du résultat. Les moins de 20 ans, la CAN Junior, remportée donc par l'équipe du Ghana. Alejandro? Rapidement, un carton vert aux deux poids lourds du football féminin français, Lyon et PSG, qu'on ne va pas se lasser de voir en cette fin de mois de mars, puisqu'il y a rendez-vous ce samedi en championnat, peut-être pour le passage de témoin de Lyon au PSG, et puis 2 fois en quart de finale de la Ligue des Champions à partir du 24 mars. En principe, si elles sont qualifiées. Et un petit carton de nos internautes, non? Alors, il y a beaucoup de cartons pour le Barça, carton vert, carton rouge à Messi, selon qu'on privilégie les buts qu'il a marqué ou le pénalty qu'il a manqué. Et puis un carton rouge de Kouakou Amon Jean-Paul à Koeman parce qu'il trouve qu'il n'a pas de fond de jeu. Pourtant, ils ont fait leur meilleur match de l'année. Oui, c'est ce qu'on a eu l'impression en tout cas ici. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce Café des Sports. Et on vous dit à la semaine prochaine, à lundi, pour parler football.
Radio Foot International vous a été proposé par l'application de transfert d'argent Rapid Transfert International, la solution simple, rapide et ultra sécurisée pour transférer de l'argent en Afrique.